la dépression s'est installée dans leur vie. Un neuropsychiatre, David Servan-Schreiber, traque cette voleuse de vie qu'est la dépression. Pour cela, les chercheurs disposent d'outils toujours plus sophistiqués. Comment imaginer pourtant que leur scanner puisse pénétrer un monde aussi insondable ? Au plus profond du cerveau, la dépression est ce cri de l'âme encore trop souvent bâillonné à coups de médicaments. Mais certains psychiatres, comme David Servan-Schreiber, proposent d'autres solutions pour soulager la souffrance de leurs patients. De quoi ramener un peu de lumière sur leur lit de ténèbres. Pour comprendre, pour fouiller les inconscients, on allonge les maux de l'âme sur le divan des psys. On peut désormais les coucher aussi sur le lit des scanners. Des neurobiologistes vont aujourd'hui explorer le cerveau d'une personne dépressive, une parmi tant d'autres. La dépression est un mystère dont ils cherchent encore la clé. Ça va, Karen? Ça va. Ok, maintenant on va vous demander d'évaluer votre humeur et vos émotions pendant l'expérience. David Servan-Schreiber a fondé ce laboratoire de neurosciences américain pour comprendre la mécanique des cerveaux en souffrance. Dans celui de Karen, dans celui des personnes dépressives, il s'est passé un jour quelque chose. Ce qu'on observe, c'est que les gens qui ont eu plusieurs événements très douloureux dans leur vie, en particulier dans la petite enfance, ont certaines régions de leur cerveau qui ont été sensibilisées à la douleur et qui réagissent de façon excessive par la suite, y compris à l'âge adulte. One more time, okay? Okay. Here we go. Les douleurs de l'enfance pèsent lourd sur les jeunes neurones. Elles laissent une empreinte, et c'est dans le sillage de cette empreinte que s'installe parfois la dépression. Angoisse, stress, venus du passé ou du présent, où ces émotions s'impriment-elles dans le cerveau ? Pour le savoir, ces photos angoissantes sont projetées à Karen, enfermée dans son scanner. Pour comparer, on lui montre également des visages plus neutres. Tout va bien, Karen? Oui, oui. Bon, on va vous demander si vous vous sentez triste maintenant. Vous allez évaluer ça sur une échelle de 1 à 5. Allez-y. En pistant dans le cerveau l'anxiété ou le stress, ces émotions négatives complices de la dépression, les scientifiques cherchent à débusquer ce vague à l'âme, là où il pourrait aussi se nicher. Au cœur des neurones. Les zones activées par Karen se situent là, au centre du cerveau, dans ce qu'on appelle le cerveau émotionnel. Un cerveau archaïque que nous partageons avec les mammifères et certains reptiles. Entre ces neurones naissent l'amour, la joie, mais aussi la peur ou la tristesse. Bref, le royaume des émotions et de l'inconscient. D'entrée où s'engouffre la dépression. Le stress est géré dans le cerveau émotionnel par l'amygdale. C'est elle, le centre de la peur. L'amygdale interprète le stress comme le signe qu'un danger extérieur nous menace. Elle réagit immédiatement en sécrétant des hormones du stress, cortisol et noradrénaline, qui vont accélérer le rythme cardiaque. Objectif, préparer le corps au combat ou à la fuite.
Pendant ce temps, il se passe quelque chose dans le néocortex, et surtout ici, dans le cortex préfrontal. C'est dans cette région que s'élabore la pensée, l'abstraction, le langage, bref, le royaume de la raison et du conscient. Mais réfléchir retarderait les réflexes de survie. Donc, en cas de stress, le cortex préfrontal est débranché par l'amygdale, il s'éteint. Le cerveau a perdu le contrôle, car après plusieurs semaines, l'hippocampe est attaqué par l'amygdale. Or, le rôle de l'hippocampe est justement d'éteindre l'amygdale une fois le danger passé et de permettre au cortex préfrontal de se rallumer. Mais pendant la dépression, les hormones du stress augmentent tellement qu'elles finissent par détruire les neurones de l'hippocampe. Affaibli, il ne peut plus remplir sa mission. Et le siège du raisonnement reste éteint. Les personnes dépressives sont donc coupées d'une moitié d'elles-mêmes. Le problème de traiter la dépression par la psychanalyse, c'est que comme le montrent les études de neurosciences sur des patients déprimés, la région du néocortex responsable du langage est très sous-activée dans la dépression. Il est donc très difficile d'avoir accès au cerveau en passant par le langage chez les patients déprimés. L'autre solution, ce sont les antidépresseurs. Ces médicaments, parmi les plus prescrits au monde, aident l'amygdale à se calmer et régulent le flot des émotions négatives. Alors les antidépresseurs sont utiles et importants puisqu'ils sont capables de directement changer l'activité du cerveau émotionnel. Mais par contre, ils ne sont que des béquilles, dans la mesure où lorsqu'on arrête de prendre le traitement, ils ne jouent plus ce rôle, et d'où le fait que beaucoup de patients qui ont suivi ces traitements par antidépresseurs retombent dans la dépression. Grâce au sport, c'est une hypothèse, il semblerait que de nouveaux neurones se forment et qu'entre eux s'établissent de nouvelles connexions. Le tissu neuronal se densifierait. Notamment ici, dans l'hippocampe, cet organe si affaibli pendant la dépression. Reconstitué, il pourrait donc à nouveau remplir sa mission, calmer l'amygdale et rallumer le cortex préfrontal, siège de la pensée. La raison peut donc reprendre le dessus face aux émotions négatives. Le sport fait davantage encore. Pour que les neurones communiquent bien entre eux, il y a les neurotransmetteurs. Parmi eux, la sérotonine qui régule l'humeur. Or, les taux de sérotonine sont trop bas chez les personnes dépressives. Le sport, comme d'ailleurs les antidépresseurs, en augmenterait la concentration. Il augmenterait aussi la dopamine, un autre neurotransmetteur associé au plaisir et au désir. Mais le sport a d'autres bienfaits. Bouger quintuplerait la sécrétion des endorphines. Ces hormones de la même famille que l'opium sont euphorisantes. Et le sport accroît le débit sanguin dans le cerveau de 30%. Cet afflux de sang augmenterait alors les apports en oxygène, en éléments nutritifs, en hormones, bref, toutes ces molécules qui maintiennent un bon équilibre cérébral. Quand j'ai parlé avec un de mes confrères tibétains, j'étais très frappé par sa conception de la dépression parce qu'elle était très différente de la mienne. Au lieu de voir ça comme une maladie de l'esprit, lui voyait ça comme une maladie du corps. Et il m'expliquait que notre corps était en fait notre meilleur médicament et qu'en soignant directement le corps, on stimulait les mécanismes d'auto-guérison qui font partie de chacun de nous et qui permettaient de ramener à l'esprit son équilibre. Le psychiatre fouille alors la littérature scientifique et y découvre qu'agir sur le corps, par le sport ou la nutrition par exemple, soulagerait la dépression. Les traditions de l'Asie, basées sur la respiration, le toucher, ou comme avec l'acupuncture sur la circulation des énergies, s'avèrent également intéressantes. Autant d'approches utilisées depuis longtemps en Orient pour calmer certaines maladies chroniques, comme la dépression.
La médecine tibétaine ou bouddhiste sait très bien gérer les maladies chroniques. Ce type de médecine agit probablement à un niveau plus profond dans le corps. Alors ça ne marche pas immédiatement. Ça prend du temps pour être efficace, parfois des semaines ou des mois. Donc évidemment, pour les maladies aiguës, les crises, vous avez besoin d'effets rapides. Et pour ça, la médecine tibétaine n'est pas efficace. Mais pour les maladies chroniques, elle marche bien. Je pense donc que les gens vont s'ouvrir de plus en plus à ces traditions. Il faut faire plus de recherches, mais je pense que c'est la voie du futur. Et pour faire avancer le futur, Barry va prêter son corps à la science. Parmi les différentes méthodes qui permettent de stimuler la capacité naturelle du corps à retrouver l'équilibre, il y a évidemment la méditation. Un des bénéfices immédiats de la méditation, c'est de brancher l'esprit sur ce qu'il se passe à l'intérieur du corps. Au programme de Barry aujourd'hui, méditation pendant 3 longues heures au fond d'un scanner. Ces chercheurs américains étudient l'impact de la méditation sur le cerveau. L'enseignement du Bouddha n'est plus l'apanage des moines. C'est aussi un outil thérapeutique pour les personnes qui ont côtoyé de près la dépression. Comme le sport, la méditation est bien plus qu'un plaisir ou un lâcher-prise. Les chercheurs ont pu quantifier biologiquement les bienfaits que cette pratique religieuse vante intuitivement depuis des siècles. Ils observent en parallèle le cerveau des personnes dépressives et celui des moines participant à l'étude. Le résultat est étonnant. On s'en souvient, pendant la dépression, le cerveau émotionnel est emballé, l'amygdale n'en fait qu'à sa tête et le cortex préfrontal éteint n'arrive plus à fonctionner normalement. Cet engrenage, la méditation semble pouvoir l'inverser. En effet, méditer activerait et renforcerait le cortex préfrontal au niveau de sa partie gauche, laquelle justement est associée aux émotions positives. Méditer favoriserait donc les sentiments optimistes au détriment des émotions négatives. C'est exactement ce dont ont besoin les personnes dépressives qui ruminent sans cesse des idées noires. Mais la méditation aurait un autre effet. On arrive à la dépression généralement après une période de stress où on n'a pas réussi ni à s'enfuir ni à se battre. Et la dépression, c'est un état d'inhibition de l'action, de passivité et d'impuissance. Il y a donc une incapacité de reprendre le dessus et de passer à l'action. Une des choses qu'on constate dans la méditation, c'est qu'elle permet de stimuler la partie du cerveau qui justement prépare l'organisme à reprendre contact avec l'environnement et à nouveau à passer à l'action. Cette partie du cerveau, c'est l'aire motrice supplémentaire, une zone qui permet de planifier les mouvements. En renforçant cette région, la méditation aiderait à sortir de la passivité. Elle stimulerait ainsi la capacité à bouger et donc à aller de l'avant. En quelque sorte, le cerveau est un muscle que l'on peut entretenir. Acupuncture, méditation ou yoga, shiatsu, réflexologie, chiropractie et autres massages, toutes ces approches pratiquées dans le centre de Shadyside sont efficaces, mais elles ont aussi leurs limites. Aucune d'entre elles ne peut être considérée comme la solution unique. Et pour certains maux de l'âme,
ces méthodes ne sont pas capables de rétablir l'harmonie. David Servan-Schreiber a rencontré Trudy au centre de Shadyside. Trudy, qui, comme Rarida, a subi un événement violent, un traumatisme. Quand vous êtes venu me voir, vous aviez tous ces cauchemars, vous ne pouviez plus vous concentrer, vous aviez peur de toutes sortes de choses. Mes parents ont eu un accident de voiture. Mon père était dans le coma. Il a eu des lésions au niveau du cerveau. J'ai vu beaucoup de douleurs quand il était allongé comme ça. J'ai vu beaucoup de sang. Il saignait de la tête à cause de ses blessures. Ses jambes étaient déchiquetées, alors j'ai éprouvé beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. J'avais beaucoup de flashbacks, si vous vous souvenez. Des images de ce qui s'était passé et qui vous revenaient malgré vous. C'est ça, oui. Je revoyais mon père et ce qui s'était passé au moment de l'accident. Ce dont souffre cette patiente, ce dont a souffert Trudy, c'est le syndrome de stress post-traumatique. Ça a beaucoup de symptômes en commun avec la dépression, ça se manifeste souvent comme une dépression. Mais en réalité, il s'agit d'une cicatrice qui s'est formée dans le cerveau au cours d'un événement traumatique qui a eu lieu dans le passé, mais qui continue de se manifester dans le présent avec des cauchemars, avec des pensées de ce qui est arrivé, avec des émotions de ce qui est arrivé dans le passé, mais qu'on a encore aujourd'hui. Le souvenir du drame serait prisonnier dans l'amygdale qui considère que le danger est toujours présent. Le cerveau émotionnel ne communiquerait plus avec le cortex préfrontal car celui-ci est éteint. Pourtant, c'est lui qui pourrait dire que le drame est passé. L'aire de Broca, la zone responsable du langage, n'est plus active non plus. Les victimes d'un stress post-traumatique ont donc du mal à trouver les mots pour décrire ce qu'elles ont vécu. Quant au cortex visuel, il est suractivé. Comme si les patients regardaient sans cesse le film du drame, comme si les souvenirs étaient aussi précis qu'une photo. Le stress post-traumatique est très difficile à soigner. Pour me faire aider, j'ai essayé le yoga, la méditation, mais j'étais incapable de m'investir dans ce type de pratique. J'étais dans une telle confusion, mon esprit n'était tout simplement plus avec moi. J'ai essayé d'autres thérapies sans succès. Alors j'ai pris rendez-vous avec le docteur Servan-Schreiber. Pour la première fois de sa carrière, le psychiatre essaye avec Trudy une toute nouvelle méthode. Le MDR, ou désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. Quel est l'événement le plus terrible? Celui qui vraiment, si on l'enlevait, ça vous soulagerait d'un très très grand poids. Est-ce que vous pouvez me dire quel est l'événement le plus terrible? Laissez venir et dites-moi. Ce sont les enfants. Oui. Pouvez-vous me décrire la scène qui est vraiment la scène la plus horrible pour vous, celle qui vous fait le plus de mal? C'est quand les guerriers sortent de là, ils ont peur. Voilà. Et je peux rien faire. Vous l'avez en tête, cette image, hein? Je voudrais que vous laissiez bien revenir ça en vous. Hein? Puis, vous allez suivre ma boule des yeux. Vous ne bougerez pas la tête. Hein? Et vous me direz après ce qui s'est passé. D'accord? D'accord. On y va. Allez-y. Suivez. Suis bien, Rida. Suis bien. Bouge pas la tête, là. Juste les yeux. Thanks. Good. All right. Very good.
On sait que pendant les rêves, nous bougeons tous les yeux rapidement de droite à gauche derrière les paupières closes, et pour cette raison, ça s'appelle le sommeil des mouvements oculaires rapides, découvert par un Français, Jouvet, dans les années 50. On sait aussi que pendant ces mouvements oculaires rapides, le cerveau digère l'information de ce qui s'est passé la journée même ou bien dans les journées précédentes. Donc le MDR, une des théories pour en expliquer son efficacité, c'est de dire que probablement ça engage le même mécanisme de digestion en déclenchant ces mouvements oculaires rapides qui normalement ont lieu tout seuls pendant les rêves. La nuit, le cerveau crée des connexions entre les événements de la journée et ceux du passé. Une façon d'archiver et de relativiser ce qui vient nous arriver. Mais en cas de traumatisme, ces connexions ne se font plus. Le MDR insisterait donc sur ce travail d'archivage non abouti. On ne comprend pas bien encore les mécanismes de cette thérapie. Mais il semble que les mouvements oculaires, pendant la séance, facilitent la formation de nouvelles connexions entre les souvenirs du traumatisme. Un réseau se formerait, chaque souvenir paraissant se relie à un autre, puis à un autre, et encore un autre. Et les souvenirs traumatiques, presque pris de vitesse, semblent alors remonter d'une connexion à une autre jusqu'au cortex préfrontal. Là, ils se connectent instantanément à notre connaissance de la vie, à notre expérience. Cette activité fait alors que le cortex se rallume. Les souvenirs traumatiques basculent dans l'univers de la raison et sont alors archivés dans le passé. L'amygdale s'éteint, le traumatisme est digéré. Regardez bien tout ce qui remonte. C'est bien. Oh, c'est bien. Continue là, là. Continuez. C'est bien. Depuis 2004, le MDR est reconnu par l'INSERM comme une méthode efficace. Continuez. Voilà. Continuez maintenant. Continuez. Respirez bien. Qu'est-ce qui est revenu maintenant? Ça va mieux. Ça va mieux? Ça va mieux. Bien. On fait encore un balayage. On va y arriver. Regardez bien ce qui remonte. C'est bien. C'est bien, madame. C'est bien. C'est bien. Continuez. C'est bien. Je suis bien. Suivez bien, surtout suivez bien. Continuez. Il faut suivre. Et maintenant. C'est mieux maintenant. Quand vous avez commencé, j'ai des angoisses. Je suis triste quand j'ai pensé à ça. Oui. Et après, je riais. Oui. Au lieu d'être angoissée. Ouais. Je pense que j'ai senti que l'idée, ça s'envole. Oui. Ça s'envole de ma tête. Envolé. Oui, bien. Encore une fois. On va le faire envoler complètement. Bonne respiration. Et là? Là, je suis fort. Vous sentez bien? La première fois que j'ai entendu parler de cette méthode de traitement pour le stress post-traumatique, ça m'a paru complètement loufoque. C'est une des choses les plus difficiles à soigner en psychiatrie, et donc je me suis d'abord extraordinairement méfié. Il a fallu que je regarde la littérature scientifique dans le détail pour m'apercevoir qu'il y avait effectivement un grand nombre d'études qui montraient une efficacité remarquable et une incroyable rapidité des effets.
Il y a maintenant plus de 18 études contrôlées dans la littérature qui nous montrent que pour une personne qui a eu un traumatisme à l'âge adulte, par exemple, 80% de ces personnes n'ont plus de symptômes après seulement 3 séances de MDR. 80% de succès, c'est le taux d'efficacité des antibiotiques dans la pneumonie. Donc on a là quelque chose de remarquablement efficace, même si on n'en comprend pas encore exactement le mécanisme d'action. Il reste encore beaucoup à faire, beaucoup de recherches à mener pour aider les personnes dépressives. Mais ces méthodes différentes ont ouvert quelques portes. Elles montrent que nous possédons tous, en nous, des mécanismes biologiques qui, pour peu qu'on les active, ouvrent un chemin vers la guérison.